Merci d'être là ce matin. On a une super programmation toute la semaine. Aujourd'hui, on commence avec nos invités, nos partenaires de France, de la région toulousaine et parisienne. C'est vraiment un plaisir. Ce matin, on va discuter d'une thématique qui nous tient à cœur, qui tient beaucoup de membres aussi du réseau Hexagramme, d'étudiants, de co-chercheurs, co-chercheuses euh, à cœur. C'est la thématique, la question de la création ou de la créativité humaine et non humaine. C'est également le sujet de la mission qui a amené nos collaborateurs, collaboratrices avec nous aujourd'hui et qui va se poursuivre pour une dernière étape au mois de juin à Toulouse lors d'un colloque sur la question de la créativité au-delà de l'humain. Je vais passer la parole à notre modératrice de ce matin, Gabrielle Simard. Merci, bienvenue à tous. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler de ne pas oublier d'aller voir Louis-Claude dans son confessionnal de la recherche-création. Donc, n'oubliez pas, hein, on a aujourd'hui et demain pour aller le voir, quoi qu'il y aura des possibilités après l'événement, évidemment aussi, mais c'est important, on compte sur votre participation. Merci. Donc, oui, donc ce matin, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la table ronde par chacun de nos panélistes. On a nos 4 panélistes ici en présence, vont se présenter, puis on a 2 panélistes en ligne. On a Frédéric qui est déjà en ligne avec nous, qu'on va voir très bientôt. Puis on a aussi Christophe Vieux qui va se joindre à nous autour de midi dans la table ronde. Et puis, on va demander à chaque panéliste de d'abord prendre position, se présenter en prenant position par rapport au sujet de la créativité au-delà de l'humain et qu'est-ce que le non-humain peut nous enseigner sur la créativité. Donc, on va commencer ce tour de table avec c'est bien Edwige. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Edwige Armand, je suis présidente de l'association Passerelle Arts Sciences Technologies. Je suis maîtresse de conférences en art numérique à l'université Gustave Eiffel à Paris. Vous avez pu voir des créations qu'on a réalisées avec Passerelle et d'autres qu'on vous montrera autour de la perception sonore chez le végétal. Et on vous montrera aussi une autre création en cours sur les premières atmosphères qui ont existé sur Terre. C'était juste pour dire que là, je ne vais pas parler des créations à proprement parler, mais plutôt de ce qu'est la créativité humaine, de ce que je considère être la créativité humaine. Et sachant que, effectivement, même si j'ai eu travaillé avec d'autres autres qu'humains, il n'empêche que l'humain est un animal parlant. Et même si, en fait, les autres espèces vivantes produisent des signes iconiques ou indiciels, l'humain produit en masse des signes symboliques. Donc, je voulais partir de ce qui fait notre spécificité, notre lien au langage, le fait qu'on délire un peu le monde par ce langage. Donc, après avoir pas mal étudié Bergson, Bergson fait sentir, en fait, toute la limite de la connaissance humaine qui s'arrête aux possibilités de notre corps et de nos limites sensorimotrices. Pour lui, on ne discerne dans le réel que ce qui nous est utile et nous créons des blocs perceptifs pour faire émerger une réalité et nous mouvoir dans des formes qui sont pour lui statiques, fixes. Notre monde perceptif coïncide à notre organisation corporelle et il prend l'exemple en fait de la lumière rouge qui, si on devait la discerner, si elle arrivait en 1 seconde sur notre pupille, si on devait discerner les 400 000 milliards de vibrations qu'elle effectue, sachant que notre temps de conscience, d'après Exner, est de 2 millièmes de seconde, si on devait discerner chaque vibration les unes après les autres, ça nous prendrait 25 000 ans. Donc, ce qu'il explique par là, c'est qu'on synthétise, d'accord, des formes pour notre propre corps et percevoir un monde. De même, pour lui, nous découpons dans le flux du temps des coupes arbitrairement agencées sur une ligne arbitraire.
Il a beaucoup critiqué et travaillé sur ce que l'on nomme les instants T, qui seraient en fait un présent qui demeurerait statique et fixe. Bergson explique que tout notre langage soutient en fait cette conception du temps qui est pour lui spatiale, et nous ne pouvons saisir l'imprévisibilité, l'impermanence de la temporalité. Et c'est ce qui va dire en fait que le problème de l'humain, c'est qu'il a attribué à la durée les mêmes qualités que l'étendue et rendu l'idée de liberté dans une langue évidemment intraduisible. Donc, ce qu'il veut dire aussi par là, c'est que l'humain idée coïncide en permanence avec l'immédiateté. Il est incapable de comprendre le jaillissement permanent du temps. Je vais trop vite. Notre langue est notre premier outil mettant le monde à distance comme un déjà là, d'accord, tout est donné en même temps. Et le monde phénoménal et le langage sont imbriqués et entremêlés l'un à l'autre. C'est ce que Heidegger a tenté d'exprimer dans Acheminement vers la parole, où il reprend un poème de Stéphane Georges. Donc je le lis. Aucune chose n'est, là où le mot faillit. Là où quelque chose faillit, il y a faille, une brisure, une lésion. Léser quelqu'un veut dire lui retirer, le faire manquer de quelque chose. Seul le mot disponible accorde à la chose l'être. Qu'est-ce que le mot pour être capable de cela? Qu'est-ce que la chose pour avoir besoin du mot afin d'être? Donc Heidegger, là aussi, il va montrer toute l'impossible déliaison entre ce qui nous apparaît et l'actualisation par le langage. Tout est intriqué et quelque part, l'apparition du monde est limitée aux possibilités du langage. Mais pourtant, existe un écart entre ce qui est de l'ordre du dissible, du symbolique, et la puissance du corps qui déborde la signification. Et c'est ce que disait, les slides ne sont pas à jour, et c'est ce que disait en fait Lacan, d'accord, le réel est de l'ordre de l'insymbolisable, d'accord, ça dépasse la symbolisation, et je crois que la créativité se situe en fait dans cet écart entre l'indicible qui cherche une représentation et une formalisation, et à une expérience non totalement éprouvée, en latence, et qui relève davantage de l'infralangage, de l'infrasensible. Et je crois que la création est cette tentative, en fait, de formaliser une expérience brute, originairement silencieuse, du vécu. Là, j'emprunte à Husserl son expression. Mais qui est quand même expérience sans origine, car d'emblée altérée par le dire du collectif. Et pour moi, c'est dans ce corps... Ah oui, les slides ne sont pas du tout à jour. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est dans le corps, en tout cas c'est dans cet inexprimé du corps, dans la faillite du langage et du mot, que le sujet peut tenter un acte de création pour actualiser ces phénomènes échappés au langage. Et c'est ce que dit Merleau-Ponty, donc il n'y avait pas tout ça, mais lorsqu'il dit que la perception dépend du corps. Et je crois que la création crée d'autres perceptions parce qu'elle a une pratique du corps différente. Et donc, c'est par le corps, son mouvement singulier, qu'il peut y avoir création et perception d'une nouveauté phénoménale. Mais la question, si on part de ce postulat, en tout cas, que le corps et le monde émergent simultanément, et que c'est là où il y a création dans cette tentative d'en vouloir dire, comment l'acte singulier du corps peut-il, dans la science, s'épanouir si l'artiste... Parce que si l'artiste révèle bien d'autres formes perceptives qui s'incarnent en lui et dans l'œuvre, comment, dans la sophistication des dispositifs techniques, cette liberté du geste, du corps et donc de la pensée peuvent s'effectuer? Les dispositifs techniques sont psychotechniques, c'est Friedrich Kittler qui avait mis l'accent sur ça. Ils intègrent des plans de construction qui structurent le visible, ils ne sont pas neutres, ils quadrillent une certaine forme de visible. Et la pensée logique est soumise, elle, à une structure qui n'est pas celle de la pensée du débordement, de la déprise créative. Donc, et c'est pas ça non plus. Donc, comment, dans ce contexte hyper technique, abstrait, logique et structuré, la création scientifique est rendue possible? Et j'en profite juste aussi pour là poser une question à tous ceux qui utilisent l'IA. Hier, on a vu l'IA dans toutes ses formes. Comment, dans cette perspective, dans le détachement du langage, d'un monde sans langage qui nous permet d'accéder à d'autres phénomènes, en fait, dans ce vouloir dire, dans cette inadhérence au monde, comment les IA peuvent-elles créer, puisqu'elles sont collées et emmurées dans des significations déjà là.
Merci beaucoup. Malgré le manque des mises à jour des diapositives, bon, des diapositives se sont perdues dans l'univers virtuel et réel. Euh, mais merci beaucoup pour cette éloquence ce matin pour commencer. Donc, on va enchaîner tout de suite avec, on avait dit que pardon, c'est Yves. Ben oui, évidemment, c'est Yves. Donc, on va continuer avec Yves. Merci. Ouais, le temps que ça démarre. Donc, Yves Dutin, je suis professeur. Ouais, je ne sais plus de quoi d'ailleurs. Non, je suis professeur émérite, bon, je ne sais pas si je le mérite, mais d'informatique, en plus ça rime, en vie artificielle, donc artificial life. La vie artificielle étant cette discipline qui existe depuis le début de l'informatique, puisque voilà, les premières notions de machines vivantes avaient été pensées dans les années 50. Et à mon sens, ça intègre l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence, c'est une des propriétés du vivant. Voilà. Donc, en fait, ma discipline, ça va être une discipline qui va s'intéresser aux propriétés du vivant. Donc, c'est vraiment ce terme qui est très important. C'est pas parce que deux choses ont la même propriété qu'elles sont égales, hein. On le sait, c'est les sophismes, ça. Mais ça permet de faire souvent des raccourcis, comme Trump, par exemple. Mais donc, en vie artificielle, je vais avoir une approche sur de la créativité beaucoup plus constructionniste que ce qu'a présenté Edwige, mais je pense que c'est un peu complémentaire. Je me risque sur le terrain, est-ce que c'est une propriété du monde physique, la créativité ou la création, ou du monde du vivant, ou des deux? Alors, sur le monde physique, mon cher ami et collègue qui va passer après moi, qui m'entend, Frédéric Garcia, qui m'a un peu pompé l'idée, non, en fait, il va l'expliquer beaucoup mieux, il est très fort. Donc, je ne vais pas parler trop de propriétés physiques. Est-ce que le monde physique crée des choses? Bon, ce qui est certain, c'est que la matière s'est auto-assemblée, les quarks, les atomes, etc., quoi. Mais dans le domaine de la vie artificielle, on va s'intéresser à ces propriétés qui sont l'évolution. On utilise des algorithmes génétiques, le développement, donc ce qu'on appelle l'ontogénèse. Tous les systèmes vivants se développent à partir d'une cellule unique. Vous, moi, en un certain nombre d'années, on était une cellule. 30 à 40 ans pour la moyenne ici, un peu plus pour moi. Et une cellule unique qui s'est dupliquée, c'est-à-dire qui a fabriqué d'autres cellules. C'est-à-dire chaque cellule, elle a une imprimante 3D, le ribosome. C'est la chose la plus merveilleuse à mon sens, et c'est le vivant, ça. La duplication cellulaire, c'est le vivant. C'est le fait de pouvoir prendre des choses à l'extérieur, le métabolisme, croître et se développer. Et donc, on essaye de concevoir des systèmes qui poussent, mais pour le moment, ça n'existe pas encore, ces machines. Mais en biologie synthétique, ça commence. Et je vais vous montrer justement un exemple qui, à mon sens, est totalement incroyable. Ensuite, l'auto-organisation. Alors, l'auto-organisation, ça va être cette capacité déjà au niveau cellulaire jusqu'au plus haut niveau des organisations, des organismes. Ça va être cette capacité de maintenir une structure dans un environnement. L'adaptation des individus, l'apprentissage, là aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, et la reproduction. Donc, un robot ne sait pas se reproduire avec des imprimantes 3D. Par contre, la moindre cellule sait le faire. Alors, sur ce slide, vous avez en gros la gamme des travaux qu'on trouve en vie artificielle. Si vous regardez les confs Artificial Life, il y en a beaucoup aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le lieu le plus important, en partie en Europe. On essaye de simuler des propriétés de ce que l'on connaît, mais qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Nous et moi, on va à toutes ces échelles. Et il se trouve que les lois sont a priori différentes entre les échelles en quantique atomique. Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau des molécules? Là, on va trouver la chimie. Puis au-dessus, on va trouver la biochimie. Puis au-dessus de la biochimie, on va trouver les interactions membranaires cellulaires. Puis ces cellules vont faire des tissus des organes des organismes. Et nous, là-dedans, avec 3,7 milliards d'années pour les bactéries et l'homme, 300 000 ans, quoi. Et une période très courte où la planète, l'homme s'en fiche, mais nous, on aimerait y rester. Et donc, processus merveilleux d'embryogénèse, sont de nombreuses thèses. Est-ce qu'on peut construire en informatique un calculateur qui pousse comme pousse un embryon? Voilà, ça c'est un des grands problèmes. Et les travaux les plus surprenants aujourd'hui sont dans ce domaine. Sachant que j'avais eu la chance d'assister à une conférence en art qui était organisée, entre autres, il y avait Edwige et ses professeurs, sur le processus créatif, et il disait c'est un processus d'autopoïèse.
Le processus créatif de l'artiste, quand l'artiste crée quelque chose, c'est un processus d'autopoïèse. Et l'autopoïèse en science, c'est Varela et Maturana qui avaient décrit de manière très précise le fait que c'est un système qui construit les composants, qui réalise des fonctions que réalise le système, qui construisent des composants, qui réalisent des fonctions, etc. En gros, une cellule quoi, qui se fabrique jusqu'à notre cognition, qui en fait, ces cellules, on était embryons, nous, ces cellules sont arrivées là, à un moment donné, à développer le cerveau. Donc, vous aviez comme moi un cerveau de quelques millimètres au départ. Ce cerveau, il avait un patrimoine génétique. La phylogénèse, c'est la branche qui étudie cet héritage génétique qui vient dans l'ensemble des espèces vivantes. Et ce cerveau, quand il s'est trouvé in utero et après dans son environnement, est-ce qu'il se trouve dans quelle culture, dans quel pays, avec quelle durée de jour, avec quelles influences? La troisième grande branche, c'est l'épigénétique. Donc, ce qui définit le vivant, c'est la phylogénèse, donc d'où on vient depuis les premières bactéries, l'ontogénèse, le fait de pousser à partir d'une cellule unique, et la phylogénèse, l'influence de l'environnement, et l'apprentissage, c'est une propriété l'épigénèse et l'apprentissage, c'est une propriété épigénétique. Donc, dans toutes ces branches-là, on essaye de concevoir des systèmes informatiques qui vont simuler ou avoir ces caractéristiques. Est-ce que c'est une création? Où est la création? Alors, l'autopoïèse, c'est un processus qui crée, mais qui crée, et il y a de la physique, et il y a de la chimie, et il y a de la biochimie dedans, quoi. Et lorsque on fait apprendre un système dit à ChatGPT, on lui donne des données, il fait ça et il va synthétiser des nouvelles données. Alors, il crée, il génère, c'est des choses nouvelles, effectivement. Mais moi, je ne vais pas parler de cet aspect parce que c'est un peu la vache à lait, là, aujourd'hui, de cette création, l'aspect génératif, OK, et puis il y a des gens qui le font très bien. Mais je vais vous montrer un exemple qui est totalement surprenant. Je vais le faire en 1 minute et demie, là. L'apprentissage, la cognition, on savait que les neurones et le système immunitaire apprennent. Et depuis quelques années, et entre autres Fred, mon collègue qui va passer après, travaille sur le fait que les plantes apprennent. Elles ont des mécanismes d'apprentissage, l'équivalent de Pavlov. Et dans nos neurones, les neuroscientifiques et puis Jeff Hawkins, etc., lorsqu'on apprend de tout bébé jusqu'à maintenant, ça crée des connexions synaptiques, on crée des routes, des autoroutes, et c'est ça qui va permettre au spiking neurone ensuite de faire passer les impulsions, la pensée, quoi. Et donc, il y a eu des travaux de recherche qui, à mon sens, depuis 1994, de l'article de Carl Sims sur les créatures artificielles qui nageaient, il n'y a pas eu équivalent. C'est cet exemple-là. Je vais vous le décrire. C'est bon, je peux 1 minute là. Donc, cet exemple-là, ça s'appelle DishBrain. Il y a 15 mois, ça a été publié par Brett Kagan. Alors, vous pouvez aller voir la référence vraiment initiale. Ça s'appelle DishBrain, donc le cerveau dans une assiette. Cette équipe a fait pousser sur une carte électronique un vrai réseau de neurones vivants. Alors, ils ont fait avec des batraciens et des neurones humains, des neurones d'embryon, qui étaient un embryon qui était décédé, mais ils ont pris les cellules souches pluripotentes et les cellules de neurones. Quand on met ça ensemble, la division, la spécialisation fait que les cellules pluripotentes se divisent en neurones, parce qu'ils ont des neurones à côté. Et ils ont fait pousser un petit cerveau qu'on va voir ici, donc on va voir sur le suivant. Et ce cerveau, ils l'ont couplé à un simulateur de Pong, le jeu qu'il connaît, qui consiste à faire toucher la balle dans un jeu virtuel. C'était le tout premier jeu sur ordinateur. En gros, vous avez les vrais neurones pris en photo. Et ce système-là, cette carte-là, donc ces neurones peuvent recevoir des petites impulsions électriques de la carte sur laquelle ils sont collés, là. Et ils envoient des impulsions électriques en entrée et en sortie. Mais ils ne savent pas ce que c'est, les entrées et sorties, bien sûr. Ce n'est pas un être vivant, ce n'est pas un cerveau, mais c'est un système qui s'auto-organise. Les neurones, vous savez, il y a tout un travail. Et donc, c'est rebouclé. En sortie, ce réseau de neurones positionne la raquette avec une tension, mais il ne sait pas, mais en tout cas, il le fait. Et en entrée, il a la position de la balle, c'est une tension qui va être répartie sur les entrées des réseaux de neurones. Et le mécanisme, alors la grosse concentration, le mécanisme de récompense. Chaque fois que la balle tape à côté de la raquette, ici, un signal est envoyé sur la plaque imprédictible. Imprédictible. Et chaque fois que la balle tape par hasard sur la raquette, c'est toujours la même configuration de pitch de signal qui est envoyé à ce mini-cerveau, à ce réseau de neurones.
Donc, au bout de 3 heures, ça joue à Pong et ça anticipe. Pourquoi? Donc ça, c'est ce mécanisme qu'on va voir juste sur cette vidéo-là. Vous allez en voir après l'apprentissage et en bas pendant l'apprentissage. En fait, il y a un théorème de Free Energy Principle. Chaque fois, nos cerveaux, vos cerveaux, le mien, font des prédictions de patterns. On prédit à tout instant. Si le monde réel se comporte comme notre prédiction, parfait. Sinon, il faut créer une nouvelle représentation du monde. C'est ce que fait l'enfant, c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait peut-être une œuvre d'art quand tout à coup, vous restez perplexe. C'est plus facile, on consomme moins d'énergie quand on retombe sur un schéma qu'on connaît que quand on doit restructurer un schéma. Et donc là, vous avez ici, sur ce petit film-là, bon, il dure un peu, on va arrêter. Oui, on va terminer mais bientôt avec la vidéo. Oui, tu peux conclure, Yves, Voilà, avec la donc vidéo. je conclus. Donc ça, à mon sens, cet être, cette machine-là, elle crée une représentation des règles du jeu de Pong parce que ça lui consomme moins d'énergie et ça lui permet de satisfaire ses prédictions. Donc moi, je laisse là aux artistes le fait d'interpréter ça parce que ça a l'air d'être un des mécanismes les plus fondamentaux de l'apprentissage. Et c'est une vue, vous m'excusez, réductionniste, etc. Mais voilà, c'est ma discipline de point de vue. Merci. Merci beaucoup, Yves. Merci, super. Alors maintenant, on va enchaîner avec Frédéric Garcia qui était en ligne. Et donc, Yves nous a déjà introduit un peu à son collègue. Donc, ça va être les... Ouais. Ouais. Bonjour tout le monde. Voilà, donc quelques mots pour introduire le thème de la table ronde, là, sur ce que le non-humain peut nous apprendre sur la créativité. Et c'est quelques slides d'idées comme ça en préparant la table ronde. Tu peux passer. Ouais. Donc, peut-être un rappel un petit peu sur cette question de la créativité. Je pense que dans la table ronde, on aura l'occasion de revenir là-dessus, de s'entendre ou pas sur la définition, mais j'ai voulu ici mettre ce que j'avais moi en tête. Donc, je rappelle un peu, voilà, pour moi, c'est capacité à créer quelque chose de nouveau, de neuf. Et ce nouveau-là, ça peut vraiment prendre plein de formes, hein, que ce soit un artefact physique, mais aussi un computationnel, hein, un nouvel algorithme, une nouvelle interface, que ce soit biologique, on le voit avec ce qu'a présenté Yves sur la création en biotechno. Mais que ça soit une idée, un concept, ça peut aussi être, souvent la créativité va porter sur des nouvelles façons de résoudre un problème, ça peut être aussi des nouvelles façons, c'est beaucoup en science, une nouvelle façon de poser un problème, de voir un problème, de comprendre une situation et d'interpréter une situation comme problématique. Euh, la créativité, évidemment, dans le sens commun, c'est propre à l'homme, c'est associé à l'homme, mais donc si le sens général, c'est souvent l'homme, on va voir dans la table ronde que c'est pas que ça, mais si c'est au niveau de l'humain, on le pense souvent individuel, mais de plus en plus, on travaille sur des créativités et des méthodes de créativité qui sont collectives, hein, surtout au niveau des entreprises, des collectifs, etc. Et cette créativité, elle touche à plein de domaines. Voilà, c'est un mot qui n'est pas si vieux que ça dans le langage euh, et qui touche maintenant plein de domaines, évidemment, dans l'art, mais dans la science, dans le management, chez les militaires et tout ça. Et donc, moi, en tant que chercheur, cette question de la créativité, évidemment, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui fait vraiment partie des compétences qui sont attendues en recherche. Euh, Vous pouvez passer la slide suivante. Moi, en tant que chercheur, donc je suis chercheur en intelligence artificielle et qui travaille dans le domaine de la biologie des plantes. J'accompagne beaucoup, j'ai un travail d'accompagnement un peu au niveau des jeunes chercheurs et des doctorants. Et dans ce cadre-là, ça fait des années que en fait, je fais des ateliers sur la créativité en recherche. Voilà, j'essaie de travailler avec des jeunes chercheurs ou doctorants, peut-être futurs chercheurs, sur qu'est-ce que ça veut dire être créatif. Et le discours que j'ai dans ces occasions-là, c'est vraiment de dire que la créativité en recherche, elle est importante, elle est vraiment fondamentale, mais elle prend plein de formes. Elle va pouvoir porter sur plein de domaines. Je redis un peu ici, mais sur les méthodes, sur le savoir-faire de problématisation,
d'accord, qui est fondamentale en recherche dans toutes les disciplines. Pour certaines disciplines, l'élaboration d'hypothèses, le choix des stratégies de recherche, l'élaboration des plans d'expérience ou de la définition des enquêtes qu'on va mener, dans la phase d'interprétation des résultats. Tout ça, c'est assez conceptuel, hein, tout ce travail-là. C'est des idées qui sortent de là. Mais ça peut être aussi quasi physique, hein, je veux dire, dans la créativité, dans la façon d'expérimenter, dans la façon de conduire ses entretiens, dans la rédaction d'articles, quand on code de l'informatique, etc. Enfin, il y a plein de dimensions, plein de tâches de la recherche de tous les jours où ben, on attend, on espère que le doctorant, le chercheur sera créatif, quoi. Euh, Généralement, dans le domaine scientifique, hein, ce besoin de créativité, cette capacité à être créatif, là, eh ben, en termes de méthode, on va dire, on met beaucoup, que j'associerais un peu au cerveau gauche, quoi, un peu dire rapidement, mais on va beaucoup mettre tout ce qui est rationalité, analyse, des méthodologies un peu formelles, logiques, etc., pour expliquer les bonnes façons de faire de la science et d'avoir des bonnes idées. Donc, on rationalise un peu tout ça. euh, et on met un peu de côté ce qui pourtant est très très présent en science, mais on n'en parle pas dans nos articles la plupart du temps, les sources de créativité qui vont être sur le domaine plus cerveau droit, là encore, entre guillemets, autour de l'analogie, l'irrationnel, la subjectivité, l'émotionnel, le hasard. Tout ça, on n'en parle pas dans nos articles. C'est pas, à chaque fois, on ramène d'où viennent nos idées, c'est plutôt, on va essayer de rationaliser tout ça. Donc, on est quand même, on est dans une façon de faire de la science. Aujourd'hui, notre science occidentale, elle est quand même très, très, très basée sur l'écrit, sur le formel, dans nos méthodologies, dans nos productions, etc. Alors que, de fait, nos moteurs de créativité, ils sont au moins c'est beaucoup plus équilibré que ça, je dirais, quoi. Slide suivant. Alors, sur la question de la table ronde du vivant, quid du vivant et du non-vivant, et une seconde, je me dépêche parce que je me rends compte que j'ai plus de batterie et j'arrive. Comme ça. C'est revenu. Alors, sur la question de la table ronde, qui est par rapport à ce que peut apporter le non-vivant, je voudrais juste faire un premier point sur le vivant non humain, d'accord, sur le vivant non humain. Quand on dit non humain, on va peut-être penser d'abord effectivement au vivant, hein, et c'est un peu ce qu'a évoqué Yves juste avant. Et la question, doit-on être conscient, enfin, le vivant non humain peut-il être créatif? C'est un peu la question qu'on peut imaginer. Et derrière ça, il y a, est-ce que c'est spécifique à l'homme finalement? Est-ce qu'il faudrait être conscient si on dit que c'est un peu une caractéristique de l'homme en tant qu'être vivant? Est-ce qu'il faudrait être un humain conscient pour pouvoir créer? Est-ce qu'il y a derrière la création nécessairement une intention ou des choses comme ça? Voilà, donc c'est des questions qui peuvent revenir. Moi, personnellement, j'ai envie de dire non. Et alors, vous allez peut-être penser que les Toulousains sont très bergsoniens, mais je vais encore faire évoquer Bergson ici, mais alors c'est pour avoir beaucoup discuté avec Edwige aussi, donc elle m'a ouvert à pas mal de trucs. Euh, En lisant Bergson, ces dernières années, j'ai beaucoup lu Bergson, ça m'a vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris en lisant tout ça. Je pense que il y a vraiment une idée autour de l'élan vital, autour de cette énergie de vie. Cette puissance de création, elle est vraiment associée à la vie, au vivant, et pas au caractère humain. Et donc, il y a plus une idée de continuum quelque part parmi les espèces vivantes, une certaine continuité dans cette capacité à créer. Mais c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique et associé à la vie. Euh, donc finalement, l'idée, c'est que les plantes, les animaux et tout ce que vous voulez, qui est vivant, ça peut être créatif, plus ou moins. Ça peut être plus ou moins routinier dans la créativité. Chez l'homme, ça s'exprime sans doute de la manière la plus libérée possible. Mais il y a plutôt une idée que cette créativité, on va la retrouver partout dans la vie et dans les espèces vivantes. Slide suivant. Et puis, Frédéric, on va te demander d'accélérer vers la fin OK, de la OK, présentation. Ouais. je me dépêche pour amener les idées. Merci.
Mon idée suivante, c'est de dire que je pense qu'il faut dépasser un peu cette lecture de Bergson aujourd'hui, avec les évolutions de la physique, de la physique contemporaine, des thermodynamiques des systèmes ouverts, où il y a vraiment eu l'idée, c'est depuis la fin du XXe siècle, il y a vraiment eu l'idée que dans les systèmes hors équilibre, si on s'intéresse un peu plus spécifiquement à la question du temps, à la question de la dynamique dans les systèmes physiques, ça paraît évident qu'il y a de la création même dans la matière, voilà, et qu'il y a comme cet élan vital que Bergson évoquait, bah, il y aurait un néant, je ne sais pas comment le caractériser, mais un élan créatif dans la matière et dans la physique qui fait qu'on va, vivant ou pas vivant, avec le temps, dans des structures nouvelles qui apparaissent et qui sont de plus en plus de grande dimension, de plus en plus consommatrices d'énergie. Et c'est un peu ça la flèche du temps. Voilà, slide suivante. Donc, on en, on en arrive à la question un peu chaude du moment, et je pense qui était un peu derrière cette table ronde, c'est, ben voilà, est-ce qu'avec l'avènement de l'IA, avec le développement de la robotique autonome et tout ça, on peut imaginer des machines créatives qui créent, qui aident les artistes, qui aident les chercheurs, etc., à créer. Alors, ce que j'ai voulu dire ici, c'est que ça me paraît être un sujet bon, qui est peut-être nouveau, mais qui est quand même assez ancien dans la question, dans le domaine artistique. Voilà, ça fait facilement 50, 60 ans il y a des gens qui écrivent sur l'utilisation des machines en art pour la création. Et j'évoquais ici le bouquin de Sofiane à la fin. Et c'est un sujet beaucoup plus neuf en sciences, mais vraiment beaucoup plus neuf, qui explose actuellement avec l'utilisation de l'IA, mais qu'on se pose maintenant. Slide suivante pour terminer. Très rapidement. Et voilà. Et donc, si on a l'occasion, j'aimerais dans cette table ronde qu'on aborde un peu la question de est-ce qu'on peut imaginer une science sans chercheurs humains et est-ce que ça resterait de la science si finalement on avait des labos remplis de robots qui font des manips, de ChatGPT qui interprètent les résultats et qui sortent des articles, quoi. Est-ce que ça serait encore de la science? Je pense qu'il y aurait encore de la créativité. Voilà, ma réponse est que oui et qu'il y aurait encore beaucoup On potentiellement répond de tout de suite. création derrière. Et j'arrête là. Merci. Merci, Frédéric. Merci, on peut l'applaudir. Merci. Donc là, ça va être Sofiane. Et voilà, super, merci. Merci. On enchaîne avec Sofiane qui va présenter sa position aussi, suivi de Camille. Et puis, on a un dernier collaborateur panéliste qui va arriver avec nous dans le Zoom vers midi. Mais midi approche. Donc, ben, moi, je vais peut-être amener aussi la discussion sur un terrain adjacent avec cette question bon, la créativité, est-ce que ce serait une propriété, une activité ou une relation entre les choses? Vous voyez ici l'œuvre de Nicolas Baginski. Aglofame, qui est un des 3 robots robots-instruments, en fait. On ne sait pas si c'est un robot ou un instrument, c'est les deux à la fois. C'est une guitare électrique, slide guitar, qui se joue elle-même, en fait. Et un des premiers exemples de machine artistique qui fait de la performance artistique basée sur des réseaux de neurones auto-organisés dans les années 90. Et il y a un cas aussi ici où l'artiste avait vraiment souhaité créer créer une œuvre ou un band. On ne sait pas si c'est une installation ou un band. D'ailleurs, quand j'en parle dans mon livre, parfois, je mets The Three Sirens en italique quand je le décris comme une installation et pas en italique quand c'est un band, parce que vraiment, c'est comme ça qu'on qualifie les choses en typographie. Mais tout ça pour dire que Baginski voulait vraiment se sortir, lui, donc il voyait vraiment ce projet-là non pas comme un outil, OK, pour arriver à l'aider, lui, à créer, mais vraiment son but, c'était de devenir éventuellement simplement l'assistant, le caddie de ce band qui allait jouer et improviser par lui-même. J'ai les slides. Je pense que je vais demander à Edwige de contrôler. Donc, comment est-ce qu'on peut définir la créativité? Il existe différentes perspectives dans le domaine de la créativité computationnelle, là, qui est
le champ, on va dire, le sous-domaine de l'IA qui s'intéresse à la question de la créativité. Et souvent, d'ailleurs, même si ce domaine-là s'est porté beaucoup sur la créativité en tentant d'approcher le domaine plutôt des arts, mais ça peut être aussi la littérature, ça peut être l'humour aussi, de créer des blagues, tâche très difficile. Mais la créativité, au sens très, très large, ça concerne en fait tous les domaines d'activité humaine. Et on peut penser aussi qu'on la retrouve dans la nature, hein, la créativité. En fait, comme le mentionnait Yves, on est tous et toutes ici aujourd'hui. En partant d'une cellule, mais je vais remonter encore plus loin. On est tous et toutes le fruit d'un processus créatif qui est l'évolution, où on peut considérer que l'agent créatif ici est le gène ou la chaîne d'ADN. Donc, définir la créativité, il y a quelques définitions qui ont été proposées. Une en particulier de Margaret Bowden qui a beaucoup plu aux gens en créativité computationnelle. Bowden définit essentiellement la créativité comme une combinaison de nouveautés et de valeurs. Donc, quelque chose qui est nouveau, mais qu'on peut aussi qu'une certaine valeur. Parce que faire quelque chose de nouveau, c'est quand même assez facile. Les machines y arrivent très bien. Je prends un bout de papier, j'en fais un genre d'avion ou quoi que ce soit. C'est nouveau. Est-ce que ça a de la valeur? Pas nécessairement. À l'opposé, un diamant, ça a beaucoup de valeur, mais est-ce que c'est nécessairement créatif, que c'est quelque chose de nouveau? Probablement que ça va dépendre de comment j'ai taillé le diamant et tout ça. Donc, Baudin a dit, ben, ça prend les deux. Puis le problème, souvent, c'est que cette question-là de la valeur est très difficile à aborder. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on attribue la valeur, notamment d'une découverte scientifique, mais en particulier d'une œuvre d'art, d'une blague? C'est quoi la meilleure joke au monde? J'imagine que ça va varier d'une personne à l'autre. Donc voilà. Puis, cette définition-là, moi, m'a jamais complètement. J'ai jamais été complètement trouvé satisfaction dans cette définition-là. Puis il y a d'autres définitions qui ont été amenées, notamment par Csikszentmihalyi, qui veut plutôt dire que la créativité serait distribuée, il faut plutôt la voir non pas comme une propriété, mais comme quelque chose qui est distribué dans les relations. Et Oliver Bowne a très bien défini cette position-là, puis il est allé encore plus loin. En fait, il m'a un peu devancé, parce que dans mon livre, j'essayais d'expliquer, j'ai développé cette idée-là, mais lui, je trouve vraiment bien expliqué. Il dit, OK, peut-être qu'il faudrait plutôt parler de production de nouveautés situées dans un contexte donc incarné, mais aussi dans un contexte social, et qu'à ce moment-là, l'important, c'est peut-être pas de savoir qui, quoi est créatif, mais quels sont les rôles qui sont joués dans un réseau entre des agents qui participent à un processus créatif. Dans ma recherche, je me suis intéressé comme ça aux relations humain-machine dans le processus créatif. Quel est le rôle de l'humain? Quel est le rôle de la machine? Puis les choses se déroulent un peu dans une espèce de tension quand on travaille avec ces algorithmes-là entre le génératif, la capacité de la machine de proposer des choses nouvelles, mais qui sont souvent indéterministes, parfois inintelligibles, puis en même temps, mais surprenantes. Et à l'opposé, le contrôle humain, où on essaie de faire des choix peut-être, de tirer un peu la machine vers l'intelligible, vers le déterministe. Les artistes, et je pense, en fait, tout le monde qui crée avec des machines vont se situer à différents endroits sur son continuum-là. Il y a des artistes comme Baginski qui vont dire la machine, donc le band robotique, c'est eux, les artistes, c'est eux qui font la musique. Moi, je ne suis que l'instrumentiste, le luthier qui les a créés, leur caddie. Et à l'opposé, on voit évidemment beaucoup dans les technologies aujourd'hui avec Midjourney, ChatGPT, on voit ça beaucoup comme un outil. Mais par contre, il y a aussi dans les interactions, souvent les gens vont décrire des relations un petit peu hybrides, proches peut-être de la collaboration. Puis donc, je parlais hier de la question de l'apprivoisement avec mon groupe de recherche. On a un peu imaginé, on s'est dit peut-être qu'il faut plus voir ça nécessairement comme une tension entre deux espèces de pôles, mais plutôt comme des mondes. Hein. On vit dans un monde humain. Il va y avoir un lien avec Bergson ici. Je vous laisse tout de suite faire par vous-même le chemin vers Bergson. Et le monde humain, le monde machinique. Et finalement, là où se situe cette co-création-là, elle vient peut-être dans un espace de rencontre. Puis là, je propose peut-être d'utiliser Karen Barad qui a proposé ce concept
d'intra-action, OK? Donc, elle dit, ben, les choses dans la matière, dans les phénomènes, dans les agents, en fait, donc, les agentivités ne sont pas préexistantes à la relation. Donc, elle s'oppose un peu à l'idée d'interaction entre des agents préexistants. Elle dit non, en fait, c'est notre agentivité, elle existe à travers les liens qu'on établit les uns avec les autres. Là, on peut descendre jusqu'à l'échelle, par exemple, des neurones, avec l'exemple de Yves présenté plus tôt, par exemple. Un peu plus prochaine. Puis, ben, c'est ça. Donc, comme je le disais, ben, c'est ça, cette agentivité-là qui émane de la relation. Je donne en exemple ici une œuvre qui a été présentée l'année passée ici à Hexagram UQAM, qui a été développée avec un de mes collaborateurs thèse, où on a imaginé un processus, une expérience qui se déroule en temps réel sur un vase de pétri, qui met en collaboration, en relation, un des êtres vivants et donc une colonie de micro-organismes qui sont des micro-algues, qui sont photosynthétiques, qui sont phototaxiques, qui réagissent à la lumière, et un réseau de neurones artificiels. Et les deux, comme ça, entrent en relation et de leur relation émerge un symbole. Donc, je ne sais pas si on peut passer à la prochaine. Peut-être que je vais laisser... et c'était la dernière, je pense. C'est super. Donc, c'est ça. Fait que c'était un peu pour ouvrir sur le langage. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Sofiane. C'est bien quand ça finit comme ça. Pas besoin d'intervenir. Donc, on va passer à Camille. Puis ensuite, Christophe, on a vu que Christophe nous a rejoint en Zoom. Donc, bonjour Christophe, vous allez avoir l'occasion de vous présenter dans quelques minutes. Merci. Je peux me présenter en attendant, peut-être? Okay. Donc, je suis Camille Prunet. Moi, je suis théoricienne, curatrice et critique d'art. Et donc, mes recherches, en général, s'inscrivent plutôt dans le champ des arts visuels et portent sur le vivant médié par la technique, c'est-à-dire sur les façons de représenter le vivant, mais en s'appuyant sur les diverses technologies aussi, et sur ce qu'on peut, aussi sur ce que ça peut dire donc d'un certain rapport aux humains et aux autres qu'humains. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers les questions que j'avais proposées notamment, qui étaient voilà, le milieu, et c'est très bien parce que ça va résonner avec des choses qui ont été dites avant. Et ce qui peut être un outil conceptuel et d'ailleurs et pratique aussi, hein, pour penser la création au-delà de l'humain. Et puis aussi comment la prise en compte du milieu permet de nous déplacer en tant que chercheurs, nous décentrer donc dans nos méthodologies. Juste peut-être une provocation, puisque c'est comme ça que vous dites ici, et j'aime beaucoup ce terme. Je vais préférer utiliser le terme de création que le terme de créativité, parce que tout simplement, moi, je ne saurais pas définir quels sont les critères par lesquels s'opère cette capacité de créer. Donc, je préfère parler plus simplement de l'acte de créer, ce qui est un fait partagé, il me semble, par toutes les espèces vivantes, au moins, et qui est présent dans toutes les disciplines, comme le disait très bien Fred, hein, y compris scientifiques, sciences dures. Autre chose, peut-être, qui est dans la continuité aussi de ce que je vais casser de ce que disait Edwige. Je ne sais plus ce que je veux dire. Ah oui. Donc, je pensais, décidément, à la pensée sauvage de Lévi-Strauss. Dans la pensée sauvage, Lévi-Strauss, il dit une chose qui me paraît importante à poser d'emblée, c'est que l'enjeu des sciences, c'est pas de définir l'humain. L'enjeu des sciences, c'est de dissoudre la question de l'humain, c'est-à-dire le dissoudre, de le diffracter en quelque sorte pour mieux le saisir dans ses relations avec le monde, dans la façon dont il fait maillage avec le monde. Et voilà. Et donc, c'était juste que je voulais un peu poser un préambule. Alors, je vous ai proposé un titre un peu qui joue un peu sur une allitération qui est le Heartbeat of the Artwork, donc la pensée du médium par le milieu. Parce que, en fait, pour parler du milieu, de la façon dont il peut être un outil pratique et conceptuel, j'utilise une idée qui est une expression qui est celle de médium-milieu.
Et, et justement, c'est un outil qui me semble intéressant pour penser la création au-delà de l'humain. Mais peut-être plus simplement pour l'expliciter, je vais évoquer très rapidement 2 œuvres, notamment une œuvre de Noah Jansma. Donc là, vous avez une capture d'écran que je me suis amusée à prendre depuis mon téléphone parce que j'ai essayé d'acheter un nuage, mais ça ne marchait pas. Mais je vais vous expliquer après. Et du duo et qui envisage le nuage. Donc, ces 2 artistes, enfin, c'est ce collectif et puis cet artiste, tous 2 envisagent le nuage à la fois comme un phénomène atmosphérique, mais aussi comme un service numérique. Et vous allez voir comment ça me permet de vous amener dans cette question de médium-milieu. Autre chose, parce que j'ai un petit problème j'aime bien parler de méthodologie. Juste un mot méthodologique mais qui renvoie aussi à ma deuxième question qui est là. C'est juste une précision. Donc, je suis partie du milieu, c'est-à-dire dans le sens, je suis partie vraiment de l'observation, hein, du ressenti face à certaines œuvres pour justement amener cette question de médium-milieu et pas l'inverse. C'est juste une précision, mais qui me semble très importante pour expliquer ma posture. Donc, le motif du nuage, il possède bien, on va le voir hein, dans les œuvres. Merci. Une fonction analogique, c'est-à-dire que le nuage, dans les 2 œuvres que je vais vous présenter, c'est à la fois, ça évoque à la fois le cloud, hein, le digital cloud, mais aussi le nuage comme phénomène, comme je le disais. Mais c'est aussi, donc ça c'est sûr, il y a cette fonction analogique hein, que utilisent les artistes, mais il y a aussi cette idée que le cloud, c'est vraiment un médium pour eux. C'est vraiment leur outil principal de travail. C'est l'élément principal de leur œuvre. Et ils et elles l'activent en tant que milieu. C'est-à-dire qu'ils vont s'en servir pour relier le monde virtuel et physique, on va le voir. Donc, si je me penche sur ByCloud de Noam Jasmin, donc c'est une install qui est connectée à une appli en ligne et à un site internet qui permet de vendre des nuages. Donc, l'artiste ici va s'interroger surtout sur la notion de propriété, sur la possibilité de vendre par internet, hein, grâce à des IA hébergés dans des clouds, des nuages, donc des phénomènes naturels. Donc l'artiste, et ça me semble intéressant à souligner, démarre son texte d'explication en revenant sur une chose très ancienne qui est la volonté des colons européens d'acquérir les terres quand ils sont arrivés hein, lors de la découverte des Amériques fin 15e siècle. Et donc, cette démarche, elle était évidemment totalement incompréhensible pour les Américains natifs, puisque c'était vraiment l'idée de mais, comment vous voulez acheter quelque chose qui est un phénomène naturel irréductible. La Terre, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de limite. À la limite, je peux vous vendre un caillou, un coquillage, mais donc, ce n'est pas un objet dont on peut se saisir. Et donc, son projet, il est intéressant en ce sens que vraiment, il insiste sur la façon dont, justement, on bascule d'un phénomène qui apparaît comme un phénomène naturel non appropriable à une ressource exploitable. Et donc, question, est-ce que c'est ça qui nous attend, évidemment. Donc, concrètement, vous voyez, le public, il est dans l'install ou même vous pouvez le faire depuis votre desk. Donc, on est face à un site internet, on prend le téléphone portable, on télécharge une appli, pardon, on vise les QR codes avec le téléphone portable et on peut ensuite acheter des clouds, des nuages. Donc, autre élément que nous apprend l'artiste, c'est que les cumulus, en tout cas certains types de cumulus, seraient menacés de disparition d'ici 100 à 150 ans, ce qui lui permet aussi de parler de cet impact écologique, évidemment, des clouds, qui représenteraient environ 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, les prédictions sur la disparition des nuages dans 150 ans, c'est des choses très discutées, mais en tout cas, voilà, ça lui permet de revenir sur cette question. Autre pièce, c'est celle du collectif EE, donc ici Champ d'ozone, qui consiste en un diorama atmosphérique qui est en 3 dimensions. Et donc, c'est une projection concrètement hein, sur un verre holographique à partir du logiciel Processing, avec derrière un tirage de la ville de Paris. Donc, sur la partie supérieure de l'œuvre, vous voyez, il y a toujours un nuage qui apparaît, ça change de couleur, ça va du bleu au rouge, en fonction de données qui viennent de Air Paris, qui donc sont des données sur la qualité de l'air à Paris. Et donc, cette œuvre, elle simule des nuages qui sont générés donc, à partir de données numériques, évidemment, et elles viennent comme ça, ces nuages viennent se masser au-dessus du paysage parisien.
c'est une œuvre qui évolue puisque toutes les 15 minutes, il y a un update et donc la qualité de l'air apparaît presque en temps réel sur cette œuvre, hein. Vous voyez tout de suite si c'est toxique ou pas en ce moment à Paris quand elle fonctionne. Donc, elle rend bien compte, le nuage ici, il rend bien compte d'une double pollution, c'est-à-dire à la fois pollution de l'air et à la fois, évidemment, pollution du cloud computing, bien que, assez curieusement, dans ce que j'ai pu lire, les artistes ne l'évoquent pas du tout, alors même qu'ils ont recours au cloud. Donc, le diorama, il est modifié, voilà, on le voit, hein, en fonction de l'environnement réel, ce qui constitue pour moi, en ce sens, vraiment cette question de médium-milieu. Voilà. Donc, la caractéristique majeure du nuage, c'est-à-dire cette question de l'informe, qui est corrélative à sa fluctuation permanente, elle se retrouve dans le cloud, hein, et elle explique l'intérêt des artistes voilà, pour le nuage, il me semble. Donc, juste pour conclure rapidement, en appréhendant le médium comme un milieu, ces artistes, ils s'appuient sur des qualités sensibles, symboliques, physiques de leurs matériaux pour faire émerger ce que justement j'appelle un médium milieu. Et donc, le recours au nuage, ici, il permet d'insister sur cette dimension flottante, sur cette dimension dématérialisée de ces technologies. Pourtant, le cloud, le nuage informatique, il ressort davantage, je pense, du brouillage quant à ses effets, notamment écologiques. Et juste, j'ai fini justement sur... Pour terminer. C'est juste un clin d'œil à Fujiko Nakaya, parce qu'elle créait des fog sculptures, et justement, elle a préféré utiliser le terme de fog, parce qu'on trouve le terme de cloud sculpture chez Nakaya au début. Puis après, elle dit non, cloud, c'est trop mignon. Moi, je vais prendre fog, c'est plus ambigu. Voilà. Merci beaucoup. Super, on termine avec ça sur le cloud. Merci, Camille. Donc, on va pas enchaîner avec Christophe qui est en ligne, si vous êtes toujours là. Ouais. Non, il n'y a pas de PowerPoint. Oui, bonjour. Faites-moi signe si le son passe correctement. C'est bon. Puis, on vise un 7 minutes là, pour la présentation, Christophe. D'accord, donc je vais d'abord me présenter brièvement et puis essayer de préciser un peu quelle est la nature de mon intervention aujourd'hui. Donc, je m'excuse par avance puisque j'ai loupé les présentations précédentes et donc il se peut que je dise des choses qui ne sont pas très raccord avec ce qui a précédé, voire qui sont des redites de ce qui a été précédé. Mais globalement, donc, je m'appelle Christophe Vieux, je suis professeur de physique dans une école d'ingénieurs toulousaine en France qui s'appelle l'INSA, et j'effectue ma recherche dans un laboratoire du CNRS, dont on peut dire que la spécialité, c'est les sciences de l'ingénierie. Donc ici, on fait de l'IA, on fait de la robotique, et moi, par exemple, je fais ni l'un ni l'autre, je fais des nanotechnologies. Donc, je travaille autour d'une salle blanche, je fais aussi de l'impression 3D à des échelles spatiale extrêmement réduite. Et mes thématiques de recherche, c'est d'essayer d'utiliser les micro-nanotechnologies en interface directe avec les organismes vivants, notamment les cellules. Donc, on essaie, par exemple, de fabriquer des systèmes qui ont des applications biomédicales qu'on appelle aujourd'hui les organes on chip, donc en français, des organes sur puce, même si le terme d'organe, je le trouve un peu galvaudé dans cette expression-là. Mais bref, on est en train de travailler à un champ interdisciplinaire entre l'ingénierie, la technologie, la physique, les sciences du vivant, et surtout dans nos productions, là où dans mon équipe, on exerce une forme de créativité humaine, qui est la nôtre, on essaie de fabriquer donc ce que j'appelle aujourd'hui, moi, des bio-artefacts, c'est-à-dire des objets fabriqués par nous, donc artefactuels, mais qui mélangent dans leur intimité des parties qui sont vraiment artificielles, des matériaux qu'on a sculptés par des moyens technologiques assez avancés, mais aussi voilà, des choses qui viennent du vivant, des cellules, des micro-organismes, etc. Donc voilà, c'est notre champ disciplinaire. Et récemment, bon, j'ai encadré une thèse en design dans mon équipe, et cette designeuse qui découvrait en fait le champ disciplinaire qui est le nôtre, nous a résumé par une expression qui est la sienne, mais qui finalement me va bien. Ben, elle a dit, en fait, vous êtes des ingénieurs du vivant. Voilà, en gros, on est en train d'essayer de faire de l'ingénierie, mais non plus sur des dispositifs, des transistors, des machines, des algorithmes ou même des puces, etc. Mais on est en train de fabriquer des choses avec du vivant. Alors, vis-à-vis de la thématique de notre
intervention aujourd'hui et de notre colloque. Bon, le thème que j'ai retenu, moi, c'est la création. Donc, il était dit au-delà de l'humain. Et donc, moi, je l'ai interprété comme la création non humaine. Alors, vous comprenez bien, moi, je baigne dans un environnement de recherche et d'innovation technologique. Donc, la première chose qui vient à l'esprit, c'est, voilà, ce sont des machines non humaines qui pourraient faire œuvre de création, donc, ou de créativité. Donc là, on a vu un petit peu le distinguo qui a été fait précédemment dans l'intervention précédente. Par exemple, évidemment, vous voyez tous qu'on vit une époque où les IA sont dites génératives, donc ou créatrices, d'accord? Elles peuvent aussi faire des œuvres. Donc, on se pose la question de qu'il peut y avoir une création artistique machinique. Donc, je pense que Sofiane, par exemple, a eu une intervention qui précisait un peu ces questions-là. Mais moi, du coup, j'aurais très bien pu rebondir sur la créativité non humaine. Elle est d'origine des machines qu'on a construites nous-mêmes. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans mon activité, et ce qui me fait beaucoup plus réfléchir, c'est finalement, comme je suis à l'interface entre les artefacts et le vivant, c'est finalement aussi regarder les espèces vivantes avec un regard différent. Et donc, je me dis que la création non humaine aussi, ça peut être vu non pas par une création qui vienne de machines, mais qui vienne par d'autres espèces vivantes qui nous entourent. Donc, on habite une magnifique biosphère où nous ne sommes pas les seuls vivants sur Terre. Il y en a plein d'autres. Je pense que Frédéric aussi a parlé des vivants qui l'intéressent à lui, qui sont plutôt végétaux. Mais évidemment, on voit toute cette biodiversité. Et finalement, voilà, on est aussi à une phase très importante pour les chercheurs qui travaillent dans le champ des sciences de l'ingénierie, comme moi, qui est de se poser la question, finalement, est-ce que ce qu'on met à jour dans nos travaux de recherche, est-ce que finalement ce qu'on crée participe ou non à l'érosion du vivant, à la chute de la biodiversité? Est-ce que tout ce qu'on est en train d'inventer, de mettre au point toutes ces technologies, elles ne contribuent pas par un effet de rebond ou de fuite en avant à contribuer à, évidemment, les dérèglements climatiques et plus l'effondrement de la biodiversité? Donc, c'est vraiment des questions éthiques qui nous traversent dans notre quotidien. Et par conséquent, nous, on a réfléchi aussi, même si on est chercheur de ce point de vue-là, et on se dit qu'il était temps de penser à, voilà, à créer une forme d'humanisme, mais qui ne soit pas sans arrêt anthropocentré, parce que finalement, toutes les technologies qu'on fait émerger arrivent pour résoudre des problèmes que les humains se posent ou auxquels les humains se sont confrontés. Alors que si effectivement on se dit, voilà, un humanisme non anthropocentré, ça serait un humanisme qui prend en considération aussi bien tous les vivants de notre planète que les humains, et qui essaie de faire des actions raisonnables et justes sur l'ensemble des vivants de notre biosphère. Bon, mais si on réfléchit à ça, ça porte un regard sur le vivant qui est un peu différent. C'est-à-dire, on va voir les vivants finalement à l'égal en termes de valeur morale des humains. C'est-à-dire, l'humanisme du siècle des Lumières, évidemment, il était centré sur l'homme, sur l'homme, sur l'homme, les droits de l'homme, etc. Un humanisme non anthropocentré, il serait centré sur les droits de tous les vivants de la planète. À ce moment-là, effectivement, on se pose la question, est-ce qu'on est les seuls, par exemple, à faire œuvre, création de technologie sur Terre? Et il se trouve que par les rebonds, les hasards de justement cette thèse en design que j'ai co-encadrée récemment, mais notre designeuse, vu ce qu'on faisait dans le laboratoire, elle nous a un peu incité à nous lancer dans un projet autour du corail, donc qui est une espèce vivante évidemment non humaine, qui est un organisme marin, d'accord, qui est aussi voilà, un être vivant qui vit au fond des océans et qui construit les choses et qui fait de l'ingénierie. Et donc, on a été amené à regarder le corail comme un autre ingénieur qui n'était pas humain. Donc, il faisait une action de création ou de créativité en ingénierie, en technologie, avec des moyens très différents, qui sont la biominéralisation. Et vous savez tous que les coraux fabriquent leur propre squelette corallien. Ils calcifient donc à partir de ce qui se trouve dans l'océan et ils créent les rochers sur lesquels ils vont habiter. Donc, ils créent leur maison. Et ce qui m'a un peu interpellé, c'est quelque chose que j'ai lu récemment, hein, qui était rapporté par un astronaute français très célèbre, dont je ne ferai pas la publicité, et qui disait que quand il était en orbite autour de la Terre, qu'il était dans l'espace,
les deux structures artificielles qu'il voyait depuis l'espace, c'était la barrière de Chine, qui est une création technique humaine suffisamment grosse pour la voir de l'espace, et 2, la grande barrière de Corée, qui est aussi une fabrication technologique, mais qui n'est pas fait par l'homme, évidemment, qui est fait par les coraux. Donc, finalement, vous voyez que nous ne sommes pas les seules espèces sur Terre à faire œuvre de créativité. Et j'y vais même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on commence à regarder aussi le vivant en disant que le vivant fait aussi preuve d'agentivité. On a déjà employé ce mot précédemment, c'est-à-dire qu'il fait aussi preuve de création. La preuve, les coraux fabriquent des choses très sophistiquées. Et je vais même plus loin, je pense que les coraux ont une science qu'on est loin, nous, de maîtriser en tant qu'humains, de la symbiose, par exemple. Dans les coraux vivent en symbiose avec des petits micro-organismes qui sont des algues, qui sont photosynthétiques. Et donc, ils utilisent la photosynthèse de ces algues pour leur propre métabolisme. Donc, ils sont en symbiose avec d'autres vivants. Et quand on regarde la structure des récifs coralliens, donc nous, c'est notre travail de recherche qu'on a effectué. Grâce à cette designeuse immergée dans notre équipe, on a pris des bouts de coraux à travers le Muséum d'histoire naturelle de Paris, à travers des collections personnelles. On les a passés au microtomographe à rayons X pour avoir leur structure tridimensionnelle à très haute résolution. Et on s'aperçoit que ces coraux ont une structure, une orfèvrerie et aussi une certaine forme de beauté qui est extraordinaire et une sophistication qui est très forte. Et en fait, on pense que la structure de ces récifs coralliens en 3D, ben, c'est l'expression de la connaissance qu'a le coraux de comment il doit s'y prendre pour que la symbiose avec des algues photosynthétiques fonctionne de façon efficace. Mais finalement, on a aussi à prendre une leçon du vivant. Et donc, pour la recherche, ce que je voulais dire, c'est que cette nouvelle considération du vivant comme des espèces qui sont capables aussi de faire des créations techniques et technologiques, eh bien, ça se traduit dans une activité de recherche qu'on appelle, nous, en France, la bio-inspiration. C'est-à-dire, plutôt que de tout résoudre par des designs technologiques et basés sur des équations scientifiques, on peut se dire aussi, il y a d'autres vivants qui ont trouvé des façons de faire, qui ont des connaissances qu'on n'a pas. Et donc, on va fabriquer des objets artificiels en s'inspirant de ce qu'ils ont trouvé. Et c'est une voie de recherche extrêmement prolixe qu'on appelle donc la bio-inspiration. Quelquefois, on dit le biomimétisme, mais je préfère le terme de bio-inspiration. Et c'est ça qui constitue un peu l'intervention bizarre que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Je rends la parole. Merci. Merci. Bizarre, pas bizarre, très intéressant. Merci. Merci, Christophe. Ben, donc, merci. Pour ce qui suit, donc, on a encore du temps devant nous pour les discussions. Je vais essayer de lancer à nos panélistes des questions résumées parce qu'ils ont évoqué chacune dans leur présentation plusieurs questions. Donc, là, j'essaie de faire des croisements pratiques et efficaces entre toutes ces questions. Puis, évidemment, on veut garder du temps à la fin pour prendre les questions du public et du public en ligne également. Donc, en fait, je vais partir de l'idée de symbiose, peut-être que Christophe vient nous évoquer, qu'on voit les coraux qui non seulement créent, mais créent en symbiose avec d'autres espèces. Bien, j'ai envie de faire un grand amalgame là, avant d'aller vous poser plus de questions sur le spectre humain, non humain, puis le rôle de la créativité là-dedans. J'ai envie de faire un lien avec ce qui a été discuté en début de semaine sur la recherche-création, où on se questionnait lundi sur le rôle des publics, les contre-publics, les communautés de pratique dans la définition de la recherche-création. On s'est même posé la question, est-ce que le public est absolument nécessaire pour aller poser la valeur sur la recherche-création? Puis on a Camille qui nous a parlé du concept de milieu. On a Sofiane qui nous a parlé dans sa définition de la créativité, comment est-ce qu'on attache la valeur. Il y a l'aspect de nouveauté et de valeur qui est attaché dans la définition de la créativité qu'il nous a partagé. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir le rôle du public ou des contre-publics ou des communautés dans la définition de la créativité en recherche-création ou dans des collaborations hors sciences ou dans votre perspective plus artistique ou plus scientifique? Je vous passe la parole selon l'inspiration. Alors, merci pour cette question qui est assez complexe en réalité. Effectivement, moi, j'aurais tendance un peu à penser les choses depuis le milieu.
et à penser aussi les choses depuis les enjeux d'hybridation. Et donc, plutôt que de chercher, comment dire, à opposer les choses, enfin, c'est pas du tout ce que tu proposes de faire, mais c'est ce qu'on fait souvent, hein. Il y a le chercheur, le public, par exemple, hein, le chercheur, la communauté observée, par exemple. Par exemple, si on prend la question d'un chercheur qui va travailler à partir d'une communauté, tous les témoignages qu'on peut avoir en général de la part de sociologues, d'anthropologues, parce que moi j'en fréquente un certain nombre dans mon université, c'est la question de l'affectation réciproque. Et je pense que ça a été un peu dit aussi sur les enjeux de recherche-création, sur l'intersectorialité notamment, mais pas seulement, mais par Alice, etc. hier. C'était en fait comment cette question de la relation, elle est primordiale aussi pour faire aboutir un projet de recherche. Relation entre chercheurs, mais en réalité, relation avec ce public, ces communautés avec lesquels on se confronte et avec lesquels, in fine, il me semble que pour un projet de recherche-création abouti, ben, il y a de l'hybridation à la fin. Il y a en tout cas un processus, quelque chose qui ressort d'un milieu. Sofiane parlait peut-être plutôt que de... Enfin, ce que j'ai retenu, c'est plutôt la question que tu partais sur la piste de la relation, justement, plutôt que la question de la valeur. Et voilà, et je te rejoins complètement là-dessus, voilà, sur cette question-là. Ben oui, ça me fait penser cette question effectivement des publics. Je pense à la relation justement le caractère social ou systémique ou en tout cas d'enchâssement au sein d'un milieu de la création et de la recherche parce que tu sais, une des choses qu'on fait en recherche, c'est qu'on publie. Hein? Donc, c'est quoi une publication? C'est on rend public, on rejoint donc un public. Puis un article scientifique, euh, c'est pas seulement des mots sur une feuille de papier, c'est tout un monde en fait. Je vais prendre l'exemple que Yves a donné, tu sais, où est-ce qu'on voit une mise en scène, presque une installation en fait artistique. Puis il y a d'appareils scientifiques. Philippe Aubert a mentionné hier que les ingénieurs, souvent, qui côtoyaient à l'Université de Sherbrooke, ils faisaient une démonstration scientifique, puis il la trouvait pas assez belle, donc il fallait la refaire. Donc, il y a toujours au final, il y a toujours en tout cas, dans la création humaine, du moins, il y a toujours cette nécessité d'être en relation. Parce que si on peut faire quelque chose de nouveau, mais c'est pas nécessairement créatif si c'est quelque chose qui reste en vase clos. C'est là que la question de la valeur peut-être émerge, puis la question de la création de nouveautés, mais dans un contexte donné. Puis souvent en recherche, on va parler, je vais terminer là-dessus, on va parler d'originalité et de pertinence. Donc, il faut que ça soit original et il faut que ça soit pertinent au sens où il faut que ça vienne rejoindre aussi un public plus large. Moi, je suis mitigée, en fait, un peu plus mitigée sur cette relation au public, parce qu'il y a beaucoup. En fait, Adorno disait il y a de l'art sans artiste et des artistes sans art. Et il y a quand même des personnes qui font de l'art juste pour eux-mêmes, juste pour leur survie. C'est tout l'art brut qui est découvert et valorisé par certaines institutions. Et je crois que, en fait, il est de bon. Tu as nuancé création, créativité. Et je crois qu'on est assez d'accord pour accorder au vivant, dans son ensemble, à la vie, cette capacité de créativité. Mais la création artistique est aussi dans un contexte institutionnel. Et la question, c'est, ben voilà, en fait, la création est rattachée à ce concept humain, institutionnel, et il peut y avoir des créations sans public, notamment pour les animaux.
Il n'y a pas forcément de mise en scène aussi poussée que ce qu'on peut faire. Enfin, on peut l'imaginer, c'est à critiquer. Voilà, c'était tout ce que, ce que je voulais dire. Il peut y avoir des créations et des créativités sans public au niveau du vivant. Non, mais il y a nos deux zoomers. Mais peut-être, je vais juste dire ad hoc, peut-être aussi que, je veux dire, si on fait une œuvre euh, pour un public non humain, il y a quand même un public qui est non humain. Et l'autre chose, c'est que dans le non humain, il y a toujours de l'humain. Dans l'humain, il y a toujours du non humain. Donc, je pense à ce projet qui s'est sorti il y a quelques années. Je ne me souviens plus les artistes qui faisaient des performances pour les chats, en fait, pour tes animaux de compagnie. Et ils venaient chez toi, ils faisaient une performance sur mesure pour tes animaux. Mais on sait, tu sais, Donna Haraway a beaucoup écrit sur cette question-là, donc la relation qu'on a aussi avec les animaux, qui ont finalement, puis la coévolution qu'on a eue, par exemple, avec les animaux de compagnie, les animaux de ferme aussi, et probablement également les espèces végétales et tout ça. Donc, Il y a de Fred et puis après. ouais, c'est ça. Oui. Vas-y, Fred. Ouais, non, non, Ensuite, Christophe. c'est une question difficile pour moi, ou pour tout le monde sans doute, quoi. Disons que euh, lundi, j'ai essayé de, d'évoquer l'idée que j'avais tendance à pousser, à défendre un peu une science un peu moins utilitariste, une démarche scientifique un peu moins utilitariste et qui soit un peu moins axée sur les mots que, par exemple, Sofiane, tu as évoqué sur l'art, quand tu évoquais la créativité, tu disais les questions de valeur, il faut que ça soit nouveau, il faut qu'il y ait de la valeur pour quelqu'un, pour quelque chose. Et c'est vraiment ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les discours scientifiques, dans le fonctionnement de la science aujourd'hui. C'est bien de trouver des nouvelles choses, mais en plus, il faut qu'elles servent à quelque chose. Et on passe notre temps à essayer de montrer que ce à quoi on réfléchit, ce qu'on essaie d'imaginer, il faut toujours qu'on ramène ça à... Et donc, à la fois, je suis un peu déchiré parce que, en tant que citoyen, évidemment, que je me sens hyper concerné par les différentes crises qu'on vit et que j'aimerais participer un peu à résoudre ces problèmes-là, si je peux. Mais à la fois, pour rebondir un peu sur ce que disait Christophe, je suis pas ingénieur, j'aurais pu être ingénieur, je suis pas ingénieur, je suis pas là pour résoudre des problèmes, quoi. Moi, en tant que scientifique, je sais pas, même si je me sens hyper concerné, mais c'est pas mon job, quoi. J'ai pas envie de faire ça. En tout cas, j'ai choisi de pas vouloir faire ça. Et donc, la question de la valeur des créations que je peux faire, parce que je pense que quelque part, je crée en faisant la science que je fais depuis 30 ans. J'ai créé des choses, des idées, des algos, j'ai créé à découvrir des trucs et tout. Voilà, mais quelque part, ça m'embête de ramener ça à cette dimension de la valeur. Ok, donc j'aimerais pouvoir dire je fais ça pour voilà, parce que j'ai trouvé quelque chose qui n'a pas forcément de valeur. Et puis en même temps, juste je termine là-dessus, en même temps, j'ai clairement conscience que en tant que scientifique en tout cas, euh, le- le- les représentations que j'essaie de mettre en place, les représentations du monde, du vivant et tout ça que j'essaie de découvrir, je sais pas si c'est le bon mot, de mettre en place, d'exhiber, ces représentations-là, elles n'ont de sens que parce qu'il y a moi, humain, qui les ai construites. Je peux pas, la science que je fais, la science qui est faite, elle peut pas être dissociée du fait que ce sont des humains qui font cette science. Et voilà, et quand Christophe, là encore, disait, peut-être que le corail, il y a une science, je crois pas que justement, c'est ça qui me distingue du corail, c'est que je crois pas que le corail, il est conscient qu'il élabore des structures. Pourtant, il y a de la créativité chez le corail, la vie, la nature, la matière a créé des nouvelles choses, je ne remets pas ça en cause, hein. Mais notre démarche de science, de scientifique, je pense qu'elle est assez spécifique à l'humain. Voilà, il me semble ça. Voilà, juste. Réaction, Christophe.
Oui, donc moi je voulais plutôt réagir par rapport à la question du public. Et puis la question a été habilement amenée en rebondissant sur la question de la symbiose. Et finalement, quand on est chercheur et quand on fait alors des choses, pourquoi les fait-on? Pour une valeur ou pour la beauté de l'art? Parce que c'est souvent comme ça qu'on s'exprime, d'accord? Peu importe, donc je ne vais pas revenir sur la valeur qu'on attache à ce qu'on produit. Mais en tout cas, je veux dire que dans la production scientifique, qui est la mienne, par exemple, je écris des publis, de temps en temps, je dépose des brevets parce que je pense qu'effectivement, il y a des applications intéressantes derrière ce que j'ai découvert. Finalement, le public, on s'en contrefout. D'accord, on va être lu par des spécialistes, donc ça peut être une forme de public, mais bon, on s'adresse dans un format très cadenassé à un petit nombre de personnes qui ont la chance de pouvoir comprendre ce qu'on a mis au point ou qu'on a découvert. Alors, il y a une deuxième façon de faire aussi la science et de rencontrer un public plus large, c'est de faire de la médiation scientifique. Évidemment, ça a lieu dans tous les pays. Mais moi, quand je regarde ce qui se fait en médiation scientifique, il y a des choses très bien, évidemment, je ne vais pas tout mettre dans le même sac. Mais souvent, ce que je constate, c'est que la science fait son show. OK. Elle va montrer comment elle est précise, comment elle est puissante, comment elle est révolutionnaire. Voilà, tous ces mots, vous les entendez régulièrement, d'accord? Combien de fois on a dit qu'on avait fait une révolution scientifique, d'accord? Bon, s'il y avait autant de révolutions que ça se saurait, d'accord? Donc, on voit bien qu'on est dans une forme de surenchère. Et finalement, ce à quoi, personnellement, je crois, et c'est une croyance en termes de valeur. Donc moi, je m'inspire beaucoup des travaux d'Isabelle Stenger, par exemple, que probablement vous connaissez, qui réfléchit finalement à notre manière de faire science en tant que scientifique et qui plaide, par exemple, avec un slogan bon, qui mérite d'être bien discuté et bien compris, de faire science autrement. Ben, faire science autrement, précisément, ça serait avec une visée très ambitieuse, hein, de faire science avec les gens, y compris avec les profanes, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément les compétences et l'échafaudage intellectuel pour faire science avec nous. À ce moment-là, ça veut dire associer le public, non pas à la fin en lui faisant le show de la science, mais en l'associant dans le processus de créativité lui-même. Donc, moi qui ai beaucoup réfléchi aux problématiques éthiques, sociétales autour de l'impact des technologies qu'on met au point, j'ai longtemps dit, par exemple, que j'ai été très effaré par quand je fais des présentations dans une MJC, dans un cinéma, donc avec un public très large, que je présente mes activités de recherche, mes questions de recherche, je trouve souvent à quel point les gens posent des questions intelligentes, souvent mal formulées, mais ils sont tout à fait capables d'amener des problématiques de recherche qui sont pour le coup des vraies attentes de la société. Dans tous les appels d'offres auxquels on répond, on vous dit il y a des enjeux sociétaux. Les attentes de la société, c'est ceci, c'est cela. Et allez-y, faites de la recherche là-dedans. Mais en fait, les gens qui ont écrit les appels à projets ne se sont pas souciés de savoir si vraiment ce qu'ils écrivaient, c'était des enjeux sociétaux et des attentes. En faisant participer un public large à la définition des programmes de recherche, des questions de recherche, ben c'est une façon aussi de faire une forme de symbiose et d'associer aussi tous les humains dans un sens large au processus de créativité de la recherche, quoi. Et c'est quelque chose qui est compliqué à faire, mais qui est vraiment pour moi une perspective pour le futur qui peut être très enrichissante pour replacer la science et la société dans le bon élan. Ben, merci beaucoup. Puis en fait, sur ce, plutôt que moi-même poser une autre question, j'aurais envie de passer le micro au public pour mettre ça en application dès maintenant. Oui, je me promets. Puis on avait... Bonjour à tous. Bon, je suis un professeur brésilien, donc pardon pour les erreurs en français, oui. Mais la question que je pose, je crois que a de liaison avec les forces collectives qui participent de la création, oui. Et je m'intéresse surtout sur la discussion de Camille. Quand vous parlez des milliers, et me fait penser à philosophes comme Simondon, qui ont pensé, oui, l'individu comme une émergence de ce type de milieu. Donc, je voudrais poser sa question qui est,
est-ce qu'il est possible de penser la création comme quelque chose d'individualisé aujourd'hui? Et ce ne serait pas intéressant de retirer des problèmes de la création, les rôles peut-être très colonisateurs de l'individu. Oui. Et qu'est-ce qui émergerait donc à notre recherche si nous pouvons penser à une créativité qui est toujours de milliers? Merci beaucoup pour déjà m'avoir interpellé en français. Bravo. Oui, c'est une question assez délicate. Peut-être qu'on pourrait parler je crois qu'on parle parfois de création distribuée. Ça peut être aussi une façon de penser. Ce serait peut-être ma façon de vous répondre dans le sens où je ne crois pas qu'il y ait de totale dissolution non plus comment dire, du sujet enfin, je sais pas comment dire, dans le groupe. À un moment donné, qu'on travaille seul, qu'on travaille en collectif, la question de l'individu, elle est maintenue parce que on a beau être en porosité, on a tout de même des frontières en tant qu'humain. Et après, la question, elle est justement, je pense que elle est aujourd'hui qu'on est très attentif et heureusement, en tout cas, une partie de la pensée intellectuelle s'intéresse énormément à ce que, en tant qu'humain ou en tant que vivant, on produit comme relation et donc comme quelle porosité on a au monde et on a avec les autres. Mais ça ne remet pas forcément en question le fait qu'il y ait bien des entités. Donc la question peut-être d'une création distribuée serait une forme de réponse oui, à votre question. C'est-à-dire quelque chose qui à la fois effectivement soit beaucoup plus attentif et qui sorte de cette vision très, très européano-centrée ou occidentale de l'artiste solitaire qui rejoue des clichés coloniaux aussi. Enfin, derrière, il y a tout ça. Et qu'on a d'ailleurs projeté. Enfin, moi, il y a un truc qui me hérisse le poil à chaque fois que je mets les pieds au musée du Quai Branly, c'est cette façon de présenter les choses. Enfin, je veux dire, c'est honteux. Voilà. Bon, après, c'est un très beau lieu en soi, le musée. Ils font des efforts, mais c'est problématique. Enfin, je veux dire, ils sont encore en train de présenter des artefacts, déjà en les réduisant à une fonction. Pardon, mais il me semble qu'un artefact peut avoir et une fonction esthétique et d'autres fonctions. Voilà, première chose, donc c'est peut-être aussi une façon de répondre. Deuxième chose, la personne qui l'a produit, et ça a été très bien dit d'ailleurs par quelqu'un, je ne me souviens pas qui hier, sur le fait que dans certaines communautés, logiquement, on a plusieurs fonctions. C'est très occidental c'est pareil, de nous donner qu'une fonction. Non, je ne suis pas que enseignante-chercheuse. Bon, je sais pas. Bon. Et donc, pareil, donc dans ce musée, c'est l'individu, effectivement, qui est présenté producteur de cet objet qui est vu uniquement sous un angle esthétique. Mais évidemment que non. Enfin, et là, pour le coup, en plus, quand on sait qu'on est dans des pensées animistes, les bras m'en tombent, quoi, de présenter ça comme ça. Donc voilà, effectivement, la question peut-être de la création distribuée, pour moi, serait une façon de répondre. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des réponses urgentes. Sinon, je passerai à d'autres questions parce qu'il y avait plusieurs questions. Donc, c'était Jean. Il y a Jean ici qui a le micro dans les mains, puis après ça, peut-être monsieur en avant. Vas-y, Jean. Oui, j'ai l'impression qu'on a poussé tranquillement la notion de créativité tranquillement au bord de la table et elle est tombée. Et ce qui a poussé ça, ce qui a émergé, c'est peut-être plus la question de l'intentionnalité. C'est-à-dire, si on accepte que l'humain n'est pas le seul, disons, producteur de créativité, ben, qu'est-ce qui nous reste? Je veux dire, c'est cette capacité de dire, mais qu'est-ce que tu as créé? Pourquoi tu l'as créé et comment tu l'as créé? Ce que je ne sais pas. En tout cas, ces questions-là deviennent plus importantes et on laisse tomber le fait de est-ce que la créativité est propre à l'humain? Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus.
Je ne sais pas si je peux rebondir sans me casser la figure. C'est sûr qu'on a ça. Il y a ce glissement sur le fait qu'on peut considérer que la créativité, elle vient, ben, comme l'a dit aussi Frédéric, on a de la matière jusqu'à ce qu'on est. Non, mais je pense que, enfin, non, j'ai pas de réponse. Et comme ça, je reste assis, sans tomber. Mais peut-être mes collègues pourront. Je peux peut-être dire un mot pour revenir à juste aussi décortiquer ce que j'ai dit plus tôt par rapport à la définition de Bowden, nouveauté-valeur, à laquelle moi je m'oppose. En fait, je pense qu'elle n'est pas, c'est-à-dire, je pense qu'elle n'est pas très utile, du moins, pour comprendre la créativité. Et ces questions-là d'intentionnalité sont plus intéressantes, parce que quand on le voit d'un point de vue d'un artiste ou d'une artiste, par exemple, ou d'un chercheur ou d'une chercheure, Fred l'a bien évoqué, en fait, on se pose rarement cette question-là de la valeur. Est-ce que ça a une valeur? Déjà, on a une volonté de pousser un truc, on a une fascination. Donc, ça a d'abord une valeur pour nous, et c'est ça, finalement, qui va nous donner notre élan pour avancer. Mais après, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est qu'on se rend compte que quand on regarde qu'est-ce qui fait émerger les objets créatifs, disons, ou dits créatifs, les œuvres, les publications, c'est ça. En réalité, c'est pas une œuvre qui est créative, c'est un processus qui est créatif. Et ce processus-là, il peut être difficilement découplé, il peut pas, en fait, être découplé d'un certain contexte relationnel, d'un certain réseau d'acteurs, pour reprendre peut-être les approches latouriennes. Et puis la raison pour laquelle ça a été beaucoup, puis je vais peut-être terminer là-dessus, ça a été beaucoup débattu, ça, ces questions-là, par les gens en créativité computationnelle, les gens qui s'intéressent aux capacités machiniques de créer de l'art, entre autres, c'est que on est, je ne sais pas si vous lisez les nouvelles, là, mais tu sais, comme on est constamment, moi, dernièrement, j'ai passé à la radio, à Radio-Canada, autour de la question, on m'a posé la question, encore une fois, est-ce que l'IA va remplacer les artistes? Puis bon, quand tu es un artiste avec l'IA, c'est une question qui est un petit peu bizarre, parce qu'en fait, c'est que les gens voient, donc on nous présente par exemple, des algorithmes qui sont capables de faire des choses incroyables. Donc, on peut nous générer des images qui ont l'air de. On peut demander à un algorithme, fais-moi une image d'un chihuahua sur une plage, sur la Lune, dans le style de Picasso. Puis ça le fait. Donc, on se dit, waouh, c'est créatif. Ou on peut demander à un algorithme de nous refaire une chanson des Beatles avec la voix de John Lennon et tous les instruments. Donc, on se dit, waouh, c'est créatif. Mais la réalité, c'est que Picasso et John Lennon et les artistes, et on peut après ça appliquer ça aussi au champ, je pense, des sciences, de tous les domaines de créativité humaine. Ils n'ont pas sorti comme ça une image ou un style out of nowhere. T'sais. La raison pour laquelle on s'attache à ces images-là et qu'on les trouve créatives, c'est qu'on baigne dans un contexte culturel où est-ce qu'on se dit, waouh, ça c'est de l'art. T'sais. Mais est-ce que ces machines-là ont une capacité ou auraient une capacité de faire des propositions artistiques intéressantes puis d'elles-mêmes juger que oui, donc d'avoir justement cette intentionnalité, puis de dire, je vais répondre à un contexte, à mon contexte social, sachant qu'elles sont complètement désincarnées. Déjà, il faudrait peut-être qu'elles soient au moins incarnées dans le monde, il faudrait qu'il y ait des, je sais pas, au moins des robots qui ont de l'air des artistes, qui aillent dans des expos, qui soient mortels aussi. Fait qu'il y a comme un côté. Fait que, donc c'était juste pour un petit peu préciser quand même, parce que là, je veux quand même bien mentionner que c'est ça, que cette question-là de la valeur, je pense qu'elle est déroutante. Puis c'est beaucoup plus ça, effectivement,
qui est important, c'est l'intentionnalité, le lien, l'élan vers lequel on va vers les choses, puis à l'intérieur d'un réseau. Puis là, ben, la question qui reste, c'est est-ce que ça appartient uniquement à l'humain? Est-ce que le corail a une intentionnalité? Est-ce que le vivant a une intentionnalité? Donc, voilà. Je fais aussi la provocation, désolée, mais il faut bien ne pas être d'accord, c'est français, mais je ne suis pas tout à fait d'accord en fait avec juste reconcentrer cette question de la création artistique sur le comment et le qu'est-ce que, parce que quand même, l'humain, le concept d'humain qui évolue, d'ailleurs l'humain, c'est pas quelque chose de fixe, il a besoin de tenir ensemble. L'institution, c'est faire tenir debout. Et l'art participe à cette croyance commune, ce crédit du monde. Il y a quand même, l'art est lié à l'imaginaire symbolique d'une civilisation. Et je pense pas, enfin, je sais pas s'il y a d'autres animaux ou d'autres espèces qui font évoluer avec autant de différences les civilisations. Et je trouve qu'il y a quand même cette particularité-là où l'humain doit combler le vide quoi, du sens de sa vie, et c'est la question de la mortalité. Il y a d'autres animaux qui ont la mort, la conscience de la mort, mais on crée des raisons de vivre, et je crois que l'art participe à répondre à pourquoi vivre, d'une part, mais modifie aussi les réalités admises dans une civilisation. Donc, je diminuerai pas le rôle de l'art dans la société comme simple capacité différée, et aussi effectivement en fait tout le monde crée par contre en déménageant, en aménageant chez soi, en bougeant un objet chez soi. Il y a toujours, qu'est-ce que la création? C'est à un moment donné un déplacement d'un quotidien qui devient invisible. Enfin, Je sais pas si, ben, en ligne, est-ce que vous avez une Ouais. réponse en ligne? Une réponse, juste, je suis d'accord pour dire que peut-être recentrer les échanges sur la créativité, effectivement, et le comment, le quoi. Juste pour dire que peut-être moi, le rôle le rôle du scientifique, le rôle de l'artiste, c'est hyper important pour la personne en question, voilà, c'est évident. Mais quelque part, je m'en fiche un peu, moi, quand je suis touché par une œuvre ou quand je suis touché par un théorème, je m'en fiche un peu de savoir qui c'est qui l'a fait, quoi. Je veux dire, souvent, je dois dire que euh, euh, le produit de la création est suffisant pour m'interpeller. Et ça m'amène à penser que ça pourrait être une machine qui l'a fait ou un animal, je m'en fiche un peu, quoi. Moi, c'est plutôt ma réaction ou la réaction des autres humains qui regardent ça qui m'interpelle. Voilà, donc ça, c'était un élément de réponse personnelle, hein. Et l'autre, peut-être l'autre élément pour étendre, c'est que moi, je trouve qu'une question vraiment importante qui, qui m'interpelle tout le temps, c'est pas tant le comment, le quoi, euh, mais c'est le pourquoi. Comment ça se fait qu'on continue à être capable, enfin, qu'on continue à avoir envie les uns les autres, humains. Et tout à l'heure, dans la petite introduction, je l'ai étendu au vivant et à la matière, etc. C'est quoi cette force de création, quoi? C'est ça moi, qui me rend dingue, quoi. Euh, Comment ça se fait que notre monde est capable comme ça? Alors, je pense que c'est le sens profond du temps. Voilà, je pense que c'est des lois qui sont même plus générales que le vivant, quoi, hein. Je crois que c'est vraiment des lois des lois du monde, je ne sais pas trop comment les qualifier. Euh, cet élan vital que Bergson évoquait, ben, il y aurait un élan de création dans le monde et on en est des acteurs. Mais le fait après que ce soit l'un ou l'autre acteur de ce truc-là, je pense qu'on est juste les outils de cet élan, quoi. On est juste Voilà, voilà mon point de vue. Merci, puis merci beaucoup, Fred. Là, je vais juste vous annoncer qu'il reste 15 minutes à la table ronde, puis on a plein de questions du public. Et puis là, il y a Yves qui voulait réagir. Oui, absolument. Vous pouvez prendre. Puis ensuite, il y avait je vais en ordre pour les questions. Oui. Ouais, sur ces questions d'intentionnalité, bon, moi, j'avais compris que bon, l'artiste, il y a une notion d'intentionnalité derrière.
Et puis, il y a cette force-là qui permet chez cet humain de faire ses créations, ces choses qui nous donnent tout ça. Moi, j'ai une question que je pose naïvement, et je le pose chaque fois, et je me permets de le faire. C'est que j'ai la chance, comme vous, de connaître par les chaînes de télévision ou par des voyages comme ça, un peu notre planète, et puis c'est quand même le cas. Je me demande comment on a cette force incroyable, cette intentionnalité comme ça de création, et comment on est en train de faire cette méga destruction mondiale. Comment on est arrivé à avoir les connaissances qu'il y a en astrophysique, en génétique, en médecine, en sociologie, etc. Regardez l'ensemble. Wikipédia, pour moi, c'était un outil extraordinaire. Google Earth aussi, etc. Comment, à tel point, ces chercheurs, on est dans ces domaines, etc. Et comment les instincts les plus primitifs que les Grecs avaient déjà décrits, de l'homme, de la domination du pouvoir, comme ça, des concentrations aujourd'hui. Apple, 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Et puis ça va croître, ce sera peut-être 300 000 milliards de dollars avec les prochaines IA qui vont assurer l'optimisation. Il y avait une directrice de recherche au CNRS, je pense que peut-être Christophe le connaît, qui disait mais pourquoi faire? Pourquoi optimiser avec l'IA? Mais pourquoi faire optimiser? Mais pourquoi faire? Et cette question que pose aussi Christophe en disant, mais voilà, ce besoin d'éthique, quand on est au niveau des nanotechnologies et des biotechnologies, vous avez vu cet exemple de mini-cerveau, de trucs comme ça, on est en train de fabriquer une couche supplémentaire, mais là, c'est des couches qui commencent à avoir un pouvoir encore supérieur sur la Terre. Et regardez l'État aujourd'hui. Moi, j'avais des thésards en Algérie et au Maroc, deux pays super que j'adore, et les deux pays, ils achètent des armes pour se mettre dessus peut-être un jour ou l'autre, qui sont deux pays de frères, qui sont vraiment des frères au sens de ces pays-là. Donc voilà ma question, c'est le potentiel de destruction. Et est-ce que l'IA fera de la création ou de la destruction? Finalement, c'est par rapport au thème qui a quand même écrit dans les journées, c'est cet environnement, comment on le voit. Eh bien, nous, chercheurs, scientifiques, artistes, etc., comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose qui fait qu'on arriverait, même si c'est non équitable, à peu près vivre ensemble. Donc là, ben, merci beaucoup. Donc, là, tout le monde, à partir de maintenant, on essaie d'être succinct, on est capable. Donc, je vais essayer. Je m'interrogeais initialement sur l'usage quasi systématique de la notion de symbiose dans les discussions sur les systèmes émergents et les agentivités distribuées. Parce que je trouve qu'elle entre en conflit avec, disons, le point de vue des agents qui participent, si vous voulez, à l'émergence d'un système, qui est rarement symbiotique, on le voit avec les IA génératives ou comment notre environnement algorithmique, on a une relation de tension, de décorrélation, de résistance. Donc, je pensais que peut-être ce qui pourrait aussi aider le débat, c'est de penser deux ordres de grandeur simultanés, c'est-à-dire l'ordre de grandeur du système émergent et l'ordre de grandeur des agents qui participent au système émergent. Ils coexistent. Et en fait, je me demande juste s'il n'y a pas un arrière-plan idéologique à tout le temps parler de symbiose, parce que ça crée une sorte de description fluide, disons, auto-amplificatrice, ou alors, je me trompe sans doute, hein, mais smooth, quoi, alors que ce n'est pas du tout smooth. Je ne sais pas si Christophe veut répondre à ça. Oui, bien sûr. Je pense que, honnêtement, quand j'emploie le terme de symbiose, et je ne suis pas biologiste, mais quand les scientifiques emploient le terme de symbiose, ça correspond à une vraie agencement de plusieurs êtres vivants pour faire entité commune qui est vraiment précise. D'accord? Donc, on a longtemps cru que l'évolution des espèces était purement darwinienne avec des mutations génétiques qui faisaient évoluer de façon créatrice, pour reprendre les termes de Bergson, les espèces vivantes. Et puis, par exemple, une biologiste qui a eu beaucoup plus de mal à percer, qui s'appelle Lynn Margulis, a réellement montré qu'effectivement, dans tous les processus d'évolution, il y avait des choses qui étaient vraiment de la symbiose, quoi. Et que finalement, ça a été aussi un des moteurs très profonds de l'évolution des espèces biologiques. Donc effectivement, quand après, dans un contexte économique, néolibéral, politique, on parle de symbiose pour décrire des agencements spécifiques entre humains, d'accord? On est probablement dans une mauvaise conception de ce qu'est vraiment la symbiose en biologie et peut-être une utilisation de ce terme un peu idéologique, hein, voire perverse. Donc là, je rejoins tout à fait le commentaire qui a été fait.
C'est un cache-misère, hein, la symbiose, des fois. Et Merci. si je peux me permettre d'ajouter rapidement, la symbiose, c'est un terme qui englobe beaucoup de types de relations. Donc, c'est pas juste des relations de mutualisme, là. Le parasitisme est une forme de symbiose. Je veux juste préciser quand même ça. Donc, mais c'est pas tout à fait une réponse à la question, mais Merci. Donc, Gisèle. Oui, on a parlé beaucoup de milieu, mais on n'a pas tellement parlé de milieu associé, qui est aussi au cœur de la philosophie de Simondon. Cette idée d'individuation. Et en fait, quand je pense au brain dish brain, franchement, je suis profondément inquiète, mais je suis fascinée aussi en même temps, mais je me dis, quel est son milieu associé? Comment est-ce qu'on peut penser comment peut-on penser dans le dish? Et je m'adresse plutôt à Yves parce que je sais que c'est plus près de vos recherches, mais c'est aussi cette relation entre créativité et destruction. Je crois que cette focalisation sur disons, des cas limites extrêmes de penser du cerveau dans le petri dish est aussi un actant de notre manière d'être dans le monde. Et ça aussi, ça me préoccupe énormément. Oui, ben là, pareil, je n'ai pas de réponse. Je pense que cet exemple que j'ai montré, c'est un exemple qui fait poser des questions, qui a l'air de donner une solution sur ce que pourrait être l'apprentissage général, que ça aille des bactéries au ver de terre à l'humain. Et voilà, et de cet ensemble de cellules à notre pensée aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas, je pense qu'il y a des philosophes qui ont dû y réfléchir, etc. Mais en fait, ces connaissances et ces expérimentations biologiques, et puis qu'il y aura dans le futur en bio- et nanotechnologie, le fait de pouvoir manipuler certaines protéines pour agir sur des parties de l'expression du gène dans les... Voilà, ce sont des thèmes de recherche. Au Weiss Institute, la programmation génétique de bactéries pour faire ça. Je dirais, d'un point de vue vie artificielle, on passe de ce monde de la programmation des bits, des 0 et des 1 qu'il y a eu dans les années 80, à la possibilité aujourd'hui de programmer des bouts, des chaînes d'ADN, etc. Et là, on aperçoit, il y en a peut-être 4 ou 5 expériences comme ça que je vous ai montrées, qui sont très récentes, que ces systèmes ont l'air d'avoir des propriétés. Moi, je reste sur ce thème de propriété qui reste, bon, je comprends en tout cas, maîtrisé, mais bien sûr, qu'est-ce que c'est ce monde autour? Qu'est-ce qui construit un individu? Qu'est-ce qui construit ce qu'on est aujourd'hui? Il y a encore toute cette complexité. Quand on regarde, on n'est pas une association juste d'organes, quoi. On est, voilà, on est cet être qui s'est développé. Donc, nos disciplines essayent de couper ça en tranches, mettre des 0, des 1, des bits, des expérimentations. Et derrière, il y a tout ce monde que l'on peut voir. Et moi, ce que j'aime beaucoup, pourquoi, entre autres, je suis là, et je crois que Frédéric, c'est que... Moi, j'ai fait des études où la rationalité allait amener à un monde merveilleux parce que les maths et la physique, c'était le progrès et la pensée de 1900. Voilà, quoi. Et quand on est arrivé dans les années 60, 70, c'était bon là. Les hommes sur la Lune, c'était bon, quoi. Et puis, on voit des situations aujourd'hui. Et puis, à côté, Don Foresta, et puis les travaux que j'ai pu voir un peu, c'était oui, mais il y a ce monde rationnel, il y a ce monde sensible, ce monde de l'émotion, ce monde du jeu aussi. Dans les publications scientifiques, il n'y a pas de jeu, jamais, jamais, jamais. Et ce monde-là, il est aussi important parce qu'on a ces deux cerveaux et on est là-dedans. Donc, faire des choses, mais pourquoi? Pour l'homme. Et c'est là où comment arriver à vivre avec ça et comment. Donc, ce petit cerveau, il m'a l'air justement aberrant, mais vous avez des projets de recherche, de thèse, qui est de mettre des capteurs vraiment, que les robots apprennent à marcher, pas comme on fait en Boston Dynamics, mais à partir de vrais capteurs pour avoir la proprioception, pour avoir voilà, cette notion que de cognition, c'est apprendre et comprendre le monde à travers les expériences et les sens. Comprendre le monde, Simondon, l'individuation des objets, etc. Et donc, apprendre, ça a l'air de marcher avec ces algorithmes deep learning, ça a l'air de marcher avec ces neurones physique. Et là, maintenant, on passe de apprendre à comprendre. Et là, voilà. Et c'est là que moi, je m'arrête parce que j'ai fait. Je me permets juste une rapide question avant voilà, mais c'est que quand j'entendais Christophe, et c'est vraiment la prolongation de ce que disait Gisèle, j'avais une question, c'est en gros,
par rapport à Christophe, mais du coup, c'est pour vous deux. C'était finalement ce que vous faites. Est-ce que peut-être vous pourriez, est-ce que ce serait possible que les scientifiques se posent la question que ce que je fais est-il au service finalement des autres? C'est-à-dire que, parce que pourquoi? Ben, du coup, peut-être la question qu'on pourrait mettre au départ de toute démarche, c'est en quoi est-ce que ça ne sert pas uniquement une finalité humaine et à quel moment je contribue à un au-delà de l'humain. C'est tout le mythe du progrès. Le progrès, vous voulez l'améliorer, À Christophe, si vous avez quelque chose à répondre, puis moi, je me dirige vers le public après. Oui, donc là, on touche des questions extrêmement délicates. Donc, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que quand Simondon parle d'individuation des objets techniques, souvent cette individuation, elle passe aussi par le milieu, donc ça a été très justement soulevé, mais aussi parce qu'on a authentifié un usage de cet objet technique. C'est-à-dire que finalement, dans notre monde, finalement, l'objet technique qu'on a créé, qui est basé sur de la connaissance ou de la découverte, de l'exploratoire, de l'imprévu, au bout du bout, il finit par avoir un usage authentifié pour notre société. Il se trouve que quand on est dans nos labos, quand on est en train, comme dans mon équipe, de faire des organes sur puce, d'accord? Même si j'aime pas ce terme-là, parce que pour moi, ce ne sont pas encore des organes, mais peu importe. Si on se met dans la logique de la terminologie qui a été retenue, par exemple des brain on chip, d'accord? Plutôt que des brain on dish, d'accord? Eh bien, pour l'instant, on ne sait absolument pas quel sera l'usage de ces trucs-là. Il y a d'autres sociologues et philosophes qui ont parlé de cette notion de authentifier les usages. C'est-à-dire, pour l'instant, on dit ces organes sur puce, par exemple, ils vont permettre de cribler des nouveaux médicaments ou de faire des humains sur puce, c'est-à-dire des choses qu'on peut sortir du frigo pour tester des médicaments sans avoir recours à l'expérimentation animale. Vous voyez bien là que pour répondre partiellement à la question précédente, est-ce qu'on réfléchit en se disant, est-ce qu'on fait, entre guillemets, quelque chose de positif pour les humains peut-être? Au-delà de l'humain, j'en sais rien. On peut imaginer, évidemment, soigner plein d'autres choses. Mais vous comprenez que pour l'instant, nul ne sait, voilà, ces petits bouts de matière vivante qu'on fait survivre dans nos puces et dont on se sert pour mimer le vivant ou peut-être pour faire des nouvelles fonctions cognitives qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas réellement quel sera l'usage authentique qu'on en fera plus tard. Donc c'est vraiment difficile de statuer encore à l'heure actuelle, quand ils sont dans nos laboratoires, sur voilà, comment ils vont s'individuer ces objets-là, quoi. Voilà, c'était une question juste pour dire que dans cette phase exploratoire, ben, on est loin de savoir finalement pourquoi on a fait ça, quelle est l'intention finale, quel sera l'usage final, celui qui sera authentifié par les autres humains ou les autres non-humains qui en feront usage dans notre monde. Voilà. Merci. Je vais prendre une dernière question du public parce qu'on a commencé un peu en retard. Puis là, je vois Sofiane qui avait un micro dans les mains avec une intention. Pendant que je me dirige vers le public, Oui, tu peux ben, faire je vais juste revenir à Susan Kite hier parlait de The Good Way, l'idée que l'éthique était partout et qu'elle émergeait des contextes, elle émergeait du contexte et elle proposait en lien avec le projet là, Abundant Intelligence, mais qui peut peut-être s'appliquer à d'autres domaines, à la discussion ici. De partir d'un sens extrême de réciprocité où on est toujours en train de se demander comment on peut donner plus que ce qu'on l'on reçoit. Ça peut peut-être être un point de départ pour réfléchir à comment créer un contexte scientifique ou artistique. Super. Merci beaucoup. On a une question du public. Oui, ça va être moi finalement. Bonjour. Je trouve ça tout ça très intéressant, mais il y a quelque chose qui m'échappe, puis c'est une question qui aurait peut-être été dû poser au tout début, mais dans ce que je fais, la question de la créativité, par exemple, là, est très, très distincte de la question de la création. OK? Puis là, il y a comme une ambiguïté entre savoir est-ce que l'art est de la créativité à la rigueur, là, ou est-ce que la créativité en bio est de l'art. Mais là, et dans la perspective que moi je connais de l'évolution, de la créativité
qu'on utilise après dans le langage au début des années 50, hein, puis en psychologie humaniste, fortiori, puis dans d'autres secteurs, en économie, en sciences sociales, comme une métaphore évolutionniste, en parlant de mutation pour de l'adaptation, pour la survie d'organisations ou d'institutions qu'on compare ou qu'on métaphorise comme des espèces, des organismes vivants, alors qu'on est dans un monde complètement artificiel, donc dans le plus que vivant aussi, le plus qu'humain non vivant et tout. Mais puis on parlait de Csikszentmihalyi, par exemple, ou même Koestler, tout ça, on est encore chez des psychologues humanistes, là. Donc on est vraiment dans une créativité qui se veut comme un super pouvoir que les humains ont. Et puis, ben, la créativité est divisée souvent dans ces littératures-là avec la créativité avec un C minuscule. Ils l'utilisent souvent comme ça, un C minuscule, C majuscule. Il y a la créativité de tout un commun organisme vivant qui s'adapte et qui fait qui ajuste son appartement, puis qui est inventif dans sa vie privée, dans sa vie de tous les jours. Et les grands créatifs qui sont les génies de ce monde avec les chercheurs, les artistes et tout ça. Et donc, ma question, c'est quelle distinction on peut faire dans ces... Oui, puis quel pont on peut réellement créer avec une perspective encore très, très, très évolutionniste de la compréhension de la créativité et les institutions qui sont finalement, qui se reproduisent ni plus ni moins dans une forme de créativité adaptative de la même façon, et y compris les institutions artistiques, au-delà même de la création d'œuvres. Puis mon autre point par rapport à ça, c'est que je suis quand même assez étonné que personne n'ait jamais parlé ni de sensorialité, ni d'incorporation, sinon peut-être au début, mais peut-être trop brièvement, peut-être je serais voulu retourner là-dessus, mais bon appétit tout le monde. Oui, ben c'est peut-être un très bon mot de la fin. En fait, j'ai envie de dire, peut-être, en tout cas, vous faites une phrase de la fin, mais vraiment une phrase, là. Non, oui, juste créativité, c'est vraiment apparu avec le développement des écoles d'ingénieurs et ces 50 dernières années avec les bureaucrates qui veulent que leurs employés deviennent créatifs avec des tableaux Excel. Et voilà, je finis juste sur ça. Bon, ben, peut-être que c'est un bon mot de la fin. C'est une phrase de la fin. C'est la phrase de la fin, peut-être. OK, merci. Merci tout le monde. Bon, ben, en tout cas, je voudrais souhaiter au revoir, en fait. Merci beaucoup à Frédéric et Christophe en ligne. Merci à tous les participants en ligne pour votre participation aussi, qu'on n'aura pas eu le temps de prendre vos questions, mais merci. Merci.